je voudrais qu'on regarde votre dernier reportage. Je rappelle à nos téléspectateurs qu'il y a encore 48 heures, vous étiez à Pokrovsk. Alors Pokrovsk, c'est, semble-t-il, l'un des buts aujourd'hui de l'armée russe. Ça fait plusieurs semaines. Les combats sont terribles, intenses. C'est un nœud ferroviaire, mais pas que. C'est un nœud qui, si jamais il tombe aux mains des Russes, eh bien, ça leur ouvrira énormément de territoire. Et peut-être le rêve, entre guillemets, de Poutine depuis 3 ans, c'est enfin conquérir le Donbass. Alors, Pokrovsk, on va voir ce reportage. En fin de compte, il y a tous ceux qui sont partis, 2/3 sous votre contrôle de la population qui est partie de la ville. Et puis il reste, bien évidemment, encore des Ukrainiens. Mais voilà, dans les Ukrainiens qui restent, alors que les Russes doivent être à quelques kilomètres seulement de la ville, il y a ceux qui informent les Russes dans leur progression. Regardez. Cet hôtel de Pokrovsk a déjà subi 2 bombardements. Le plus récent date d'il y a quelques jours. Une double frappe russe, menée avec une grande précision. Vous voyez ici, c'est l'impact du premier missile. Le deuxième est tombé là-bas, en plein cœur de l'hôtel. Ce sont 2 missiles S-300. Officiellement pas de victimes, mais selon nos informations, le sous-sol du bâtiment abritait les bureaux de soldats ukrainiens. Plusieurs militaires ont perdu la vie dans cette attaque. D'après cet enquêteur, la frappe n'aurait pas été possible sans l'aide d'informations fournies aux Russes par des habitants. Ils partagent des informations sur les lieux fréquentés par les forces armées ukrainiennes, sur les infrastructures critiques et civiles qui se trouvent dans la ville. Les informations sont collectées et transférées à des responsables russes par le biais de WhatsApp, Telegram, et sont ensuite utilisées par l'ennemi pour mener des tirs. Les autorités les appellent des collaborateurs. Ils sont recrutés au sein de la population. Ici, beaucoup de gens n'ont pas les moyens de fuir la guerre. Certains reconnaissent aussi leurs affinités avec les Russes. J'ai beaucoup de proches qui vivent en Russie. C'est normal ici. Où que vous regardiez, tout le monde a de la famille là-bas, même s'ils ne veulent peut-être pas en parler. Ici, je reçois une petite pension retraite. C'est honteux. Si les Russes augmentent ma pension, je le respecterai davantage. Ces 2 médecins militaires se déplacent rarement au centre-ville. Ils s'habillent toujours en civil et prennent des précautions. Ça, c'est une plaque d'immatriculation des forces armées ukrainiennes. Nous l'avons changée pour une plaque d'immatriculation de cette région afin d'être plus discret. Salomon et Anna sont arrivés il y a seulement 1 mois. L'hostilité de certains habitants les a surpris. Nous sommes tous ici pour défendre le sol ukrainien. Bien sûr, ce serait plus facile si la population avait une attitude plus positive. Mais tous ceux qui étaient pro-ukrainiens sont déjà partis. Certaines personnes prennent des photos. Il y a ceux qui appellent pour dire qui habite à tel ou tel endroit. D'autres signalent les voitures qui sont à l'arrêt. Ils sont nombreux, vraiment nombreux. C'est désagréable, très désagréable. C'est même dangereux. Plus le front se rapproche, plus les soutiens de la Russie s'activent. D'après les services de sécurité, depuis le début de l'année, 56 informateurs ont été arrêtés dans la région de Donetsk. Un reportage signé Hélène Bonnet et Gabriel Orillon. Alors d'habitude, ils sont là, on les voit, ils sont loin. Là, ils sont sur ce plateau. Merci vraiment d'être venus. On se souvient des mots de Volodymyr Zelensky sur le Donbass en disant que ce serait compliqué peut-être de le garder pour cette raison-là également, parce que tous les habitants ne sont pas un soutien inconditionnel de Kiev. Absolument, et pour plusieurs raisons. Déjà, historiquement, c'est une région où il y a eu énormément de brassage. Il y a des mines, notamment, où vous avez des Russes qui sont venus travailler. Et le monsieur qu'on voit d'ailleurs dans le sujet, un des habitants, il est russe à la base. Et lui nous disait, mais je suis... Qui a une toute petite pension. Une petite pension, voilà. Il dit, moi je suis russe, je suis venu m'installer. Toute ma famille est venue travailler ici en Ukraine. Donc lui, que ce soit la Russie ou l'Ukraine à cet endroit-là, finalement, ça n'a pas tellement d'importance. Il est attaché aux 2 pays. L'important, c'est le quotidien. C'est vrai que c'est très difficile pour... souvent, dans ces villes proches du front, ce sont des anciens qui restent. C'est survivre. Quand on voit... survivre. Ce sont vos images, hein, quand on voit ce qui reste... Absolument, voilà. Donc il y a ça, et puis après il y a le fait que le front se rapproche, et donc effectivement il y a toute une partie de la population qui a peur, qui ne veut pas que les Russes arrivent, et qui eux vont s'éloigner. Ne restent que ceux qui ne peuvent vraiment pas partir
parce qu'ils n'ont pas les moyens, et puis ceux qui soit se fichent de savoir si c'est les Russes ou les Ukrainiens qui s'installent, voire ceux qui les attendent vraiment. Gabriel, c'est compliqué. Vous êtes, on le dit souvent, hein, nos yeux et nos oreilles, et sans vous, eh bien, on aurait du mal à couvrir cette guerre. Les gens arrivent à parler quand on voit ce qu'il reste des villes. Est-ce que le sentiment qui vous vient quand vous les filmez, quand vous les interrogez, cette dame-là, par exemple. Cette dame, elle est en illustration quand on parle un petit peu des pro-russes, mais on ne sait pas si elle est pro-russe. Nous, on essaie de l'arrêter dans la rue pour discuter avec elle. Et alors, soit elle n'a pas le temps, soit elle a peut-être honte d'être restée dans la ville, peut-être aussi qu'elle se méfie des médias, parce qu'ils ont peur en fait, ces gens aussi. Ils ont peur qu'on les voit, qu'on voit où ils habitent, qu'éventuellement des frappes puissent tomber sur leurs habitations parce qu'ils ont eu le malheur d'être filmés. Il y a une paranoïa aussi qui s'instaure vis-à-vis des médias. Vous avez cette médecin qui dit les gens prennent des photos et envoient nos adresses. Oui, alors en réalité, donc, les médecins militaires qu'on a filmés avaient l'habitude de se battre dans la région de Zaporijjia. Et ce qui les a vraiment surpris, c'est cette attitude de la population, particulièrement à Pokrovsk. Il y a des gens qui les observent et qui servent justement d'informateurs, qui vont dire à cet endroit-là, il y a des militaires qui se renseignent, on a pris des photos, qui donnent ces informations aux Russes. Parfois, il n'y a pas besoin de ces informations-là. Les Russes ont tout un tas d'autres moyens de localiser des infrastructures critiques, etc. Mais ces informateurs, ils peuvent aussi venir après coup pour dire oui, cette cible, elle a bien été atteinte. Donc il y a différentes manières pour les locaux d'informer les Russes sur ce qui se passe dans cette ville de Pokrovsk. Et les militaires sont extrêmement méfiants par rapport à ça. Moi, j'avais une question pour Hélène et Gabriel, justement, et vous y veniez, c'est-à-dire parce que vous avez fait plusieurs séjours tous les deux en Ukraine. Est-ce que vous sentez un début de changement dans l'attitude de la population par rapport à vous, médias étrangers? C'est-à-dire que je me souviens de vos premiers reportages, vos premiers directs, on avait quand même le sentiment pas forcément d'une communion, mais il y avait un accueil qui se faisait assez facilement. Et j'avais été frappé, vous aviez fait un direct, me semble-t-il, devant une camionnette à Mirnograd, je crois, ou peut-être même à Pokrovsk, où des gens en fait chargeaient leurs effets personnels. Et vous expliquiez que pour des raisons de sécurité, ou alors par défiance quelque part par rapport à vous, et vous l'aviez dit très explicitement, certains ne voulaient pas que vous les filmiez ou que vous les interrogiez. Donc moi je voulais savoir si c'est lors des premiers départs, vous avez raison. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau, et est-ce que selon vous ça dit quelque chose de l'évolution du regard que les Ukrainiens et les Ukrainiennes portent sur le conflit en cours? Est-ce que vous changez des choses qui changent? Ou comment est-ce que vous interprétez cela? Ou alors est-ce que ça m'a échappé et qu'il y a toujours eu cette ambivalence, parfois plus vous alliez à l'Est par rapport à vous, journalistes étrangers? Je ne sais pas, Gabriel ou Hélène? Enfin, moi, l'impression que j'ai, c'est qu'effectivement, il y a toujours eu cette forme d'ambivalence, c'est-à-dire que les dernières populations qui restent dans ces villes, c'est souvent qu'elles n'ont pas le choix, qu'elles n'ont pas les moyens de se déplacer. Parfois aussi parce qu'elles attendent les Russes. Moi, je me souviens à Liman, qui est une ville un peu plus au nord, qui avait été conquise par les Russes, puis reprise par les Ukrainiens. Quand on allait interroger la population, les gens nous disaient « laissez-nous tranquilles, nous, soit on est russe, soit on est ukrainien, mais laissez-nous d'un côté ou de l'autre, mais on veut la paix ». Donc c'est vraiment... ils choisissent pas parce qu'en fait, eux, ce qu'ils vivent, c'est le drame au quotidien. Peut-être que parfois aussi, ils ont des affinités de la famille en Russie, mais il y a quand même toujours eu une forme d'hostilité, quelque part, de honte aussi peut-être de la part des habitants qui restent. Je pense qu'il y a aussi donc, soit la volonté de ne pas se positionner d'une certaine manière parce qu'on est dans une ville où finalement on ne sait pas, qui reste, on a peur du lendemain. Oui. Les Russes sont à 5-6 km de la ville. Si vous vous affichez aussi comme pro-russe, ça peut paraître suspect. On voit bien cet enquêteur du SBU qui lui recherche les informateurs, donc ils ne savent pas comment ça peut être interprété. Et puis avec le temps, je pense aussi il y a cette question de la sécurité, mine de rien, qui joue. On le voit avec les militaires qui sont beaucoup plus avertis, qui nous disent maintenant ne filmez pas ça, faites attention à ça, parce qu'ils savent très bien derrière que des images peuvent être utilisées. Je pense qu'il y a aussi un petit peu cet état d'esprit, pas chez tout le monde, parmi les civils, mais que ça vient aussi, ça. Gabriel. Juste pour ajouter, avec Sonriou, lors de ma mission précédente, on était allé à Lipsi, à Kozachalopan, dans le nord, et on s'était fait littéralement jeter d'une épicerie parce que vraiment les habitants étaient très très hostiles. Ils voulaient absolument pas qu'on les filme ou qu'on filme leur commerce parce qu'en fait ils avaient juste peur d'être frappés.
Il nous reste quelques minutes. Je voudrais juste ajouter une petite chose. Il ne faut quand même pas oublier que ces régions du nord-est ou du nord-ouest, ukrainiennes sont russophones à grande majorité, et lorsque il y a eu l'indépendance qui a été votée, ces régions ont voté le moins, le pourcentage était très faible. Donc c'est normal que c'est finalement... aussi là-dessus que s'appuie Vladimir Poutine bien sûr, dans sa reconquête. Évidemment, c'est comme ça que ça a joué, et donc ça, je pense qu'on le retrouve maintenant à nouveau, parce qu'avec cette offensive et tout ça, quoi. Je me souviens d'un de vos reportages qu'on a diffusé hier, aux côtés des soldats ukrainiens, pour le coup, entre drones, tirs de mortier et bombardements russe. On parle de ce front comme l'un des plus durs aujourd'hui de la guerre, avec une poussée des Russes. Encore une fois, je dis, vous êtes nos yeux sur ce conflit. Elle existe vraiment, cette poussée des Russes? Si elle existe, comment? Et quelle est la réaction possible des Ukrainiens? Est-ce qu'ils ont les moyens de bloquer les Russes, tout simplement, et d'empêcher Poutine de conquérir l'un de ses buts de guerre? Ce qu'on constate, c'est que les Russes avancent plus vite localement qu'avant dans cette zone. C'est-à-dire qu'ils prennent des villages de façon assez rapide si on regarde les mois précédents, mais ça reste quand même très lent. Alors ils prennent ces villages parce que c'est très facile de prendre ces villages. Il y en a beaucoup qui sont déjà détruits, il n'y a plus de population. Et aussi parce que les Ukrainiens, de ce que l'on comprend, c'est que ces lignes de fortification qui ont été créées dans cette zone ne sont soit pas très bien organisées, il n'y a pas assez aussi de monde pour faire face aux Russes. Et là, je rejoins aussi un commentaire que m'a fait un haut fonctionnaire ukrainien. Il était très lucide sur les chances de l'Ukraine de l'emporter sur le terrain. Il disait, c'est tellement asymétrique, on ne pourra pas avoir de victoire militaire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Ukrainiens se retirent? Non, ça veut dire qu'ils tiennent autant qu'ils peuvent, mais ils vont essayer de faire des coups. C'est ce qu'on a vu avec Koursk, c'est ce qu'on voit dans la mer Noire, c'est ce qu'on voit quand ils frappent en territoire russe, c'est qu'ils savent qu'ils ont peut-être une chance de peser un peu plus s'ils font des coups à côté. Et l'idée de Koursk, c'est ça aussi, c'est de peser dans les négociations, c'est trouver un moyen, quand on n'a pas la force de résister à Goliath, de tout de même pouvoir négocier et de ne pas perdre toutes ses plumes. Mais ça veut dire qu'il y a des lignes derrière pour pouvoir arrêter les Russes, ou alors parce que on sait que les Russes veulent atteindre le Dniepr et puis après ils pourront peut-être remonter. C'est quasi plat après. Alors oui, et très clairement, c'est ça aussi moi qui personnellement m'a surpris, et Gabriel l'a vu aussi, c'est que après Pokrovsk, sur la route qui nous mène à Dnipro, on a vu que les Ukrainiens commençaient à creuser des tranchées. Commençaient seulement. Mais on n'en voit pas beaucoup. Et les Russes sont à combien de kilomètres ? À vol d'oiseau, à 8-9 km au plus proche. Largement à portée d'artillerie. Vous êtes d'ailleurs retrouvé sous cette artillerie. Et moi, ce qui m'a frappé, alors qu'on parle de missiles, alors qu'on parle de technologie, c'est les Ukrainiens. Alors c'est très efficace, certes, bien réglé, mais ils n'ont que quelques mortiers. Et dans votre dernier reportage, des Kalachnikov hors d'âge. Il n'y a que ça opposé aux Russes. Et est-ce que les Russes sont mieux lotis de l'autre côté ? En tout cas, ce qu'ils nous disent, c'est que les Russes ont beaucoup plus de munitions encore aujourd'hui dans le Donbass, que le rapport de feu est bien plus à l'avantage des Russes. Donc oui, ils subissent. Quand ils tirent 3 obus de mortier, nous on en entend une bonne dizaine d'arrivées autour de nous dans l'heure pendant laquelle on a pu tourner. Et oui, ils l'admettent, eux, qu'ils ont beaucoup moins de munitions. Après, sur le type de mortier dont ils disposent, je crois pas que ce soit un mortier si vétuste. Non, mais ça paraît dérisoire, parce que quand on vous entend et on parle d'artillerie... Ils ont aussi des pièces plus modernes. C'est vrai qu'ils ne nous montrent pas toujours tout aussi, parce qu'ils veulent préserver ce matériel qu'ils n'ont pas en très grande quantité. Mais on a vu passer un canon César. Et que les Russes observent, notamment, je me souviens dans le reportage, cette présence, cette omniprésence des drones. Voilà, cette surveillance, quand ils combattent sous surveillance russe. Mais c'est mutuel. Les Ukrainiens observent aussi les Russes. D'ailleurs, les Ukrainiens ont développé des drones, tueurs de drones, c'est-à-dire pour tuer les drones de reconnaissance russes. Et ils sont assez efficaces là-dessus. Dans l'innovation aussi, les Ukrainiens sont très bons. Il y a des vidéos sur les réseaux sociaux de drones équipés de Kalachnikov, de drones équipés de lance-flammes. Alors, on a vu, c'est ponctuel, des drones dragons. Mais ils sont très efficaces en tout cas dans les images que l'on a pu voir. En innovation, et pour le coup, ils répondent coup pour coup. Après, sur la question du Donbass, je pense que la clé, ça a été la prise d'Avdivka, parce que depuis,
on voit que ça cède en fait de tous les côtés, et les Russes, dès qu'il y a un endroit qui résiste comme Selidové par exemple, ils vont essayer de passer par exemple les abords de Vuhledar où ils gagnent encore quelques villages, et finalement depuis la chute d'Avdiivka qui avait tenu quand même 10 ans je crois, Avdiivka, ça fuit un petit peu de tous les côtés. Et il y a le rapport, on parle des armes bien souvent, mais en hommes aussi. Et là, c'est la question de la masse pour tout, que ce soit les munitions, que ce soit les hommes, c'est vraiment ça qui compte. Après, attention, Pokrovsk ne va pas tomber comme ça non plus. Ça va prendre du temps. Merci beaucoup à tous les deux. Essayez de vous reposer un peu.